Mon complice de gauche, c'est Jean-Marc Stébé, professeur de sociologie à l'université Nancy 2. Je le présente parce que c'est moi qui ai le micro dans un premier temps. Qui travaille plus spécifiquement sur les processus de fragmentation socio-territoriale avec moi-même et qui travaille plus particulièrement aussi, mais là seul, sur les utopies urbaines. Moi, je m'appelle Hervé Marchal, donc je travaille avec Jean-Marc Stébé sur l'habitat social, sur les processus de fragmentation socio-territoriale en ville, ou plutôt en milieu urbain, et je travaille également sur les questions d'identité personnelle en milieu urbain. Cet après-midi, je crois qu'on est là parce qu'on a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Mythologie des cités ghettos ». Et le propos que l'on va tenir cet après-midi reprend dans une large mesure ce qui est développé dans ce petit ouvrage. Finalement, ce qu'on va essayer de montrer cet après-midi, c'est comment s'est formé le mythe des cités ghettos. Depuis 4 siècles, 5 siècles, la ville est le théâtre de nombreuses rumeurs. Elle est aussi l'objet de nombreux mythes. La ville rend libre ou la ville pollue, et la ville est censée se substantialiser. Aujourd'hui, c'est également très vrai. La ville est à l'origine de la violence, de l'insécurité, des inégalités sociales. Finalement, on fait de la ville une sorte d'acteur personnifié qui aurait des pouvoirs, ce qui aboutit finalement à reléguer, à oublier la question sociale et à mettre en avant la question urbaine. Or, bien évidemment, la ville n'est pas plus un acteur des inégalités sociales, du chômage, ou même beaucoup moins que les décisions politiques ou que les politiques énergétiques en matière d'environnement, par exemple. Vous me dites, hein? Ou en matière d'environnement. Et simplement, ce matin, juste avant de prendre le train, j'entendais dans une radio plutôt sérieuse, l'euro est à l'origine de beaucoup de problèmes des Français. Ça me faisait penser à ça, je pensais à la conférence de ce matin, on substantialise la ville, on substantialise l'euro comme si l'euro avait des pouvoirs. C'est assez extraordinaire en 2000 d'entendre des choses comme ça sur des radios très très sérieuses au demeurant. Bref, cela étant précisé, un mythe s'impose dans notre horizon mental depuis une vingtaine d'années à peu près, c'est le mythe des cités ghettos. Ce mythe des cités ghettos nous fait voir, nous fait voir quoi? Les banlieues HLM, les quartiers, les cités, on y reviendra, mais tout ça dans notre esprit, ça veut à peu près dire la même chose. Ce matin, on parlait de quartiers, de jeunes des quartiers. Pas besoin de dire de quoi il s'agit, on le savait. C'est-à-dire que le mythe marche, le mythe opère. Quand on parle de banlieue, on sait aussi que c'est les banlieues HLM, pas besoin de dire HLM. Ou quand on parle de HLM, on parle aussi de banlieue ou de quartier. Tout ça forme finalement une sorte de petit package comme ça, sémantique, où on mélange un peu tout et on le fait tous, moi aussi. Et ce matin, on l'a fait dans ce séminaire. Donc il y a un mythe des cités ghettos qui nous fait voir les quartiers, les banlieues, les sites HLM, on y reviendra, comme des enclaves. Des enclaves dissociées, finalement, de quoi? Dissociées de la société, dissociées des processus de mondialisation. Autrement dit, comme quoi? Comme des sortes d'entités mauvaises, menaçantes, comme des pôles, finalement, qui seraient à l'origine de la délinquance, de l'insécurité. Et finalement, là encore, il y a une formidable personnification qui se fait de ces cités HLM. C'est comme si elles agissaient par elles-mêmes. Mais pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui ce mythe des cités ghettos est opérant, on verra dans une première partie, c'est Jean-Marc Stébé qui interviendra alors, qu'il faut comprendre comment s'est formé le mythe de la banlieue. Parce que ce qui sous-tend le mythe des cités ghettos, c'est le mythe de la banlieue. Jean-Marc Stébé vous dira comment. Alors, première partie que je vais introduire, les origines du mythe de la banlieue. Et moi, je vais simplement revenir dans un premier point. Qu'est-ce qu'un mythe? Très rapidement, on voudrait revenir sur ce terme. Si l'on suit le neveu de Durkheim, Marcel Mauss, un mythe pourrait être défini comme finalement, effectivement, un fait social total, puisque un mythe innerve l'ensemble de la société, autant nos représentations que nos manières d'être au monde à travers nos corps, et aussi les institutions, les politiques, les schémas, les symbolisations du monde, etc. Donc un mythe est intrinsèquement de nature collective.
Le mythe renforce et justifie finalement nos structures mentales existantes. Dans Enfance et société, paru en 1966, Erik Erikson tient les propos suivants, qui nous paraissent très justes avec Jean-Marc Stébé. Voilà ce qu'il nous dit. Le mythe n'est pas un mensonge. Il est inutile d'essayer de montrer qu'il n'a pas de base dans les faits, ni de proclamer que sa fiction est truquée et n'a pas de sens. Un mythe mêle à la fois le fait historique et la fiction significative, d'une façon telle qu'il sonne juste, à une certaine époque ou dans certains pays, causant de pieux émerveillements ou des ambitions passionnées. Et il conclut, Erikson, les gens qui en seront touchés ne poseront pas de questions sur la vérité ou sur sa logique. Plus fondamentalement, on peut dire aussi que le mythe relève de la condition humaine et que les êtres humains ont besoin de donner du sens, de se situer dans le monde par rapport au cosmos, et que les mythes ont plus ou moins toujours existé. Je ne vais pas me priver ici de citer Durkheim qui tient des propos qu'on trouve très vrais dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Voilà ce que nous dit Durkheim. Il n'est pas à craindre que jamais les cieux se dépeuplent d'une manière définitive, car c'est nous-mêmes qui les peuplons. Ce que nous y projetons, ce sont des images agrandies de nous-mêmes. Et tant qu'il y aura des sociétés humaines, elles tireront de leur sein de grands idéaux dont les hommes se feront les premiers serviteurs. Et Durkheim, ici, pense cité urbanistique, géographique, sociale, homogène et réduite à une seule dimension. On y reviendra. Et deuxièmement, le mythe a ceci de particulier qu'il tend à faire oublier les processus de construction sociale. Le mythe naturalise. À midi, on parlait de Moscovici. Moscovici l'a très bien aussi décrit dans les représentations sociales. On y reviendra si on a le temps. Et nous retrouvons ici les réflexions de Roland Barthes qui ont soutenu la publication de ce petit ouvrage, puisque la collection s'appelait Mytho en référence, en hommage à Roland Barthes. Roland Barthes qui nous disait il y a un demi-siècle, dans Mythologie, que le mythe travaille à l'aide d'images simplifiées, incomplètes, dans le sens où le mythe dégraisse la réalité, disait Barthes. Il prépare ainsi à une appropriation aisée du plus grand nombre, à l'instar des caricatures, des symboles, des pastiches. Barthes disait, un peu à la manière d'Erikson, le mythe n'est ni un mensonge ni un aveu. Il déforme pour mieux infléchir la réalité selon un cadre socio-cognitif qui, bien qu'apparaissant comme une donnée intemporelle, n'en est pas moins une construction historique, socio-historique. Je cite très rapidement ici Roland Barthes, comme ça on aura posé à peu près les bases de ce que c'est un mythe selon nous. On a pris quelques références ici. Là, ce que nous dit Barthes, lointaine ou non, la mythologie ne peut avoir qu'un fondement historique, car le mythe est une parole choisie par l'histoire. Il ne saurait surgir de la nature des choses. Voilà, cela étant précisé, Jean-Marc Stébé va nous montrer comment s'est construit le mythe de la banlieue. Après, on viendra au mythe des cités ghetto à proprement parler. Merci Hervé. Donc, pour comprendre ce que vient de dire Hervé, pour comprendre le mythe des cités ghetto, et notamment, entre autres aussi, on abordera aussi les jeunes dans les quartiers, disons, que l'on appelle des cités ghetto. Pour comprendre cela, il faut remonter peut-être un petit peu dans l'histoire pour comprendre comment s'est constituée la banlieue. Et parce que ce mythe des cités ghetto se construit à partir et sur ce soubassement du mythe des banlieues, ou de la banlieue. Et donc, si on regarde un peu l'histoire, on ne va pas remonter très très loin, mais on remonte au Moyen-Âge, eh bien, durant tout le Moyen-Âge, la banlieue correspond à un territoire qui entoure la ville. En fait, la ville moyenâgeuse était encerclée de murs, de forteresses, de glacis, etc. Et autour de la ville, il y avait une zone non aedificandi, non à édifier, de 4 km 400, qui correspond à une lieue. Une lieue, c'est la distance que peut parcourir un homme valide en 1 heure de temps à peu près. Vous parcourez à peu près, si vous n'avez pas 3 tonnes sur votre dos et
des chaussures de 7 lieues, eh bien, vous parcourez à peu près 4 km 400 à peu près en 1 heure, à peu près. C'est ce que fait à peu près un homme sur un chemin relativement plat. Et donc, on a déjà une première partie du terme banlieue, on a déjà le terme lieu qui apparaît. Et autour de cette ville, donc, il y a une zone concentrique qui appartient au ban. Au ban, c'est-à-dire au territoire de la commune. Hein. Appartenir au ban, c'est le territoire. Et sur ce ban, eh bien, les paysans étaient dans l'obligation d'entretenir, parce que c'était une zone militaire, en fait, pour surveiller l'ennemi éventuellement qui pouvait prendre la ville. Donc il fallait que ce soit une zone complètement dégagée, donc on n'avait pas le droit de construire, no handificandi, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc là, vous voyez les deux parties du terme, banlieue, le terrain du ban, voilà, le ban, et du lieu. En fait, ce territoire de la banlieue qui était un terrain militaire, une zone juridictionnelle aussi, parce que les personnes qui cultivaient devaient payer un impôt, devaient l'entretenir, mais en cas de conflit, les personnes pouvaient trouver protection à l'intérieur de la ville. Donc on pouvait se replier sur la ville quand on était paysan et qu'on voyait l'ennemi arriver, on se repliait à l'intérieur du territoire de la ville. Malgré cela, malgré que c'était non handificandi, eh bien on voit apparaître quand même, le long des voies de communication, le long des canaux, le long des routes, des personnes qui eh bien, commercent et construisent des petites maisons qui étaient faites de briques et de brocs, une sorte de, on dirait des taudis aujourd'hui, mais en fait c'était des maisons qui appartenaient surtout à des commerçants. Et malgré cette interdiction, ça se diffuse le long des voies de communication. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, la ville se déplace. Eh bien, on va, comme cette partie qui devient de plus en plus importante grossit, on va déplacer les murs. Et voilà comment, à Paris, entre autres, on a eu plusieurs fois les murs qui se sont déplacés, comme dans, je dis à Paris, mais bon, dans de nombreuses villes, c'est de la même façon. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les faux bourgs. En fait, des faux, F-A-U-X, bourgs, des forts borques au XIIe siècle. Donc des bourgs hors des murs, des bourgs qui n'ont pas d'existence précise. Voilà un petit peu. Donc, en fait, quand on regarde bien, l'origine de la banlieue, c'est en fait aussi l'origine des faubourgs, en fait. Jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'au même début du 20e siècle, on ne parlait pas, jusque dans les années 50, même 45, on ne parlait pas des banlieues. Le terme banlieue est relativement récent. Et aujourd'hui, on parle de moins en moins de banlieues, on parle de plus en plus, chez les chercheurs surtout, on parle de périurbain. Hein. Donc, on voit bien le déplacement, disons, des termes pour exprimer à peu près la même chose. Donc, ces faubourgs eh bien, ont une existence illégale, mais en fait vont être légalisés à partir du moment où les autorités municipales vont autoriser le déplacement des murs et donc vont englober ces faubourgs dans la ville.